Allô les chefs de famille, février est à nos portes et comme chaque mois, ben, on s'entretient avec Dominique Lépine qui est là pour nous remettre à l'ordre un petit peu, nous donner des petits... Dominique, c'est notre petit Jiminy Cricket, là. Je pense que j'ai déjà fait cette blague-là, je me répète, mais en tout cas... qui nous rappelle, oublie pas de faire ça, soit, tu sais, on a besoin d'une... T'es comme notre petit moment du portefeuille, Dominique. Tu nous aides à penser à toutes ces affaires-là parce que des fois, tu sais, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, tu es là pour nous rappeler puis nous donner, dans le fond, des petits... t'es notre aide-mémoire pour qu'on soit à jour puis à notre affaire côté administration et finance, je dirais, parce qu'on va un petit peu plus loin que juste la finance. On est vraiment aussi dans la paperasse, dans toutes sortes de trucs. T'es une très bonne conseillère. Bref, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on fait en février pour se tenir à jour, Dominique? Ben, en février, il y a un inévitable, là, c'est les REER. C'est le dernier mois pour cotiser au REER. On en a parlé à maintes reprises. Puis à tous les ans, depuis des années, on voit les publicités qui arrivent, cotiser à votre REER. Le REER, c'est, je dirais, dans la plupart des cas, le moyen d'économiser de l'impôt. Là. Il y a des particularités, là, des cas particuliers, je dis toujours, c'est du cas par cas. Mais règle générale, le REER, là, ça convient à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Puis, on a jusqu'au 1er mars pour pouvoir s'en servir dans notre déclaration d'impôt de 2022. Donc, c'est le seul programme, à ma connaissance, là, je pense, qui permet là, qu'on peut agir en 2023 puis ça va se passer dans notre déclaration 2022. Là, c'est comme un petit break qu'on a, là, une petite chance là, que le gouvernement dit c'était peut-être pas facile d'y passer dans le temps des fêtes, la date limite s'en venait, fait qu'on va prolonger ça. On a nos chiffres de l'année d'avant, on sait exactement. Ben, c'est ça. Il fallait quand même que l'année soit terminée, que tout le monde ait le temps de nous envoyer notre paperasse, nos T4, nos ci, nos ça. Donc, c'est juste avant de faire notre déclaration d'impôt que là, on peut réfléchir à nos REER. Par contre, tu viens de dire la paperasse, les T4. Les T4, les employeurs, les institutions, la plupart ont jusqu'au 28 février pour les envoyer. Ouais. Donc, quand on l'a pas puis qu'on veut faire une simulation, on prend notre dernier talon de paye de l'année puis ça nous donne une bonne idée c'est vrai. pour l'estimation. Là. Fait que c'est pas une bonne raison si on a pas reçu notre T4 de pas cotiser au REER. C'est bon. Fait que là, on a plein de choix. On a plusieurs choix qui s'offrent à nous. C'est un peu de ça dont tu veux nous parler. Parce que souvent, je pense que tu nous en as parlé dans une autre chronique, mais on a comme le temps d'oublier, tu sais, fait qu'on va se rafraîchir la mémoire sur toutes ces options-là là, qui s'offrent à nous. Bon, c'est ça. En fait, on va faire un petit résumé rapide parce qu'il y a un petit nouveau cette année en 2023. Ça s'appelle le CELI App. C-E-L-I App. Une autre affaire pour nous mêler. CELI App. Oui, CELI App. Okay. Ça, c'est nouveau en 2023. Présentement, c'est pas encore possible d'y cotiser, mais on va en parler parce que ça va se faire au cours de l'année. Là, on devrait avoir des institutions offrir cette option de placement-là. J'essaie de vous donner les grandes lignes ce matin. Le CELI App, en fait, là, c'est le compte enregistré libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. OK. Donc, on vient comme mettre ensemble CELI, le CELI, qui est un compte d'investissement libre d'impôt, et le RAP, qui était le régime d'accession à la propriété. Fait que c'est un peu les deux ensemble. Fait que j'essaie d'expliquer. OK, mais juste une petite question. Penses-tu qu'ils ont fait ça pour justement aider les foyers à avoir accès à la propriété vu l'augmentation du coût de l'habitation? Clairement que c'est pour aider l'accès à la propriété. Ça, c'est clair que cette mesure-là, elle est là pour ça. Est-ce que c'est en lien avec le coût des propriétés? Possiblement parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à notre première maison. Là, en fait, c'est toujours la première qui est difficile à acheter. Puis de plus en plus difficile parce que comme les prix ont augmenté de manière considérable au fil des dernières années, on a comme résultat que ça prend vraiment une plus grosse mise de fonds. C'est ça. Donc, si je veux résumer un petit peu, c'est quoi le CELI App? Comme le REER, quand je cotise,
je déduis ma cotisation de mes revenus. Donc, ça vient me faire sauver des impôts. L'argent que je fais sur cet argent-là, le temps que c'est dans mon plan d'investissement, tout ce temps-là, je ne paie pas d'impôt sur le rendement. Ça veut dire que si je mets 8 000 $ et que je fais 1 000 $ de rendement durant l'année, je ne paierai pas d'impôt sur ce revenu-là. Comme dans le REER, comme dans le CELI, on n'a pas d'impôt. Oui. La différence, c'est que je vais pouvoir faire un retrait au moment où je vais acheter une première maison. Donc, le retrait ne sera pas imposable. Ça, c'est comme le RAP qui nous permet, parce que le RAP ne disparaît pas, qui nous permet de retirer jusqu'à 35 000 au moment où on achète une maison. Le RAP, on peut sortir 35 000 de nos REER. Le CELIAP, on peut vider notre compte. OK. Le CELIAP, en fait, la différence, c'est que le CELIAP, on a une limite de cotisation. On ne pourra pas mettre plus que 8 000 $ par année pour un cumul à vie de 40 000. OK. Mais je pourrais retirer l'ensemble de ce compte-là quand j'achèterai une maison. Donc, le 40 000 plus ses rendements. OK. Fait que le RAP, on était limité au montant du retrait, sans rapport au montant qui avait été cotisé. C'était 35 000. Le CELIAP, on peut se dire que c'est le compte au complet qu'on va pouvoir retirer, donc 40 000 plus ses rendements. OK. La différence entre le CELIAP puis le REER, parce que le RAP est lié au REER. Oui. Le CELIAP, il y a une durée de vie maximum de 15 ans. OK. Donc, je l'ouvre, j'ai 20 ans. À 35 ans, si je n'ai pas acheté une maison, je vais être obligée de le fermer. OK. Fait qu'il faut peut-être être stratégique là, pour les plus jeunes qui veulent ouvrir un CELIAP parce que j'ai une durée de 15 ans. OK. Donc, oui. Là, juste une petite parenthèse, là, Dominique, là, on parle de ça, mais vous allez voir les chefs de famille dans votre abonnement. Dominique, elle a été super fine. Elle nous a fait un petit document pour démêler tout ça, là, parce que je sais qu'il y en a qui sont sans doute visuels comme moi. Moi, là, si tu nous dis tout ça, puis je sens que je vais finir, puis je vais être encore mêlée à la fin de la rencontre. Par contre, soit vous pesez sur pause maintenant, vous allez chercher la petite combine qu'on a préparée pour vous, puis vous la regardez en même temps qu'on discute, ou bien après coup, vous la regarderez, puis en tout cas, bref, vous allez avoir un explicatif. Fait que si vous êtes mêlés, arrêtez pas là en disant « je comprends rien ». On a vraiment un support visuel pour vous dans l'abonnement. Exactement, oui. On a fait quelque chose là, qui va être un comparatif entre tous ces instruments-là qui nous sont proposés. En fait, je dirais là, que dans presque tous les cas, si je suis éligible à avoir un CELIAP, ça veut dire si je peux cotiser, je ne suis au moment de la cotisation, je ne suis pas propriétaire d'une propriété dans l'année ou les 4 années précédentes, là, dans presque tous les cas, j'ai avantage à cotiser mon CELIAP au lieu de mon REER. OK. Si j'ai l'intention de m'acheter une maison. C'est justement, fiscalement, on n'est pas obligé d'avoir l'intention de s'acheter une maison. OK. On peut être un logement. La raison de ça, c'est une très bonne question. La raison de ça, c'est que le 8 000 $ que je peux cotiser dans mon CELIAP, il n'est pas en conséquence des revenus que je gagne. Ce que j'ai le droit de cotiser dans mon REER, c'est selon mes revenus que je gagne. OK. Donc, si je fais 30 000 par année, je ne pourrais pas cotiser plus que 18 % de mon revenu gagné. Je vais être limitée. Ouais. Le CELIAP, c'est pas en fonction des revenus que je gagne. Donc, c'est 8 000 $ pour n'importe qui, que j'ai des revenus d'emploi ou pas. Fait que si j'ai fait un investissement cette année qui m'a rapporté beaucoup, ben, je peux mettre un plus gros montant de côté. Exactement. Comparativement au REER. Supplémentaire que je peux cotiser. Okay. Puis, si dans 15 ans, à la date maximum du régime, je n'ai pas acheté de maison, je pourrais le transférer dans mon REER. Fait que c'est vraiment avantageux là, d'utiliser CELIAP quand on peut.
dans presque tous les cas, là, selon moi, là, à moins qu'on ait 18 ans, puis que là, 15 ans, c'est peut-être trop vite pour qu'on s'achète une maison, puis là, ça viendrait Ouais. Mais est-ce être qu'on trop cotise à tôt un dans notre CELI vie. à 18 ans, des Exactement. fois? Non, mais en fait, c'est quoi l'avantage du CELI? Y a-t-il encore un avantage sur le CELI dans ce cas-là? Est-ce que c'est un produit qui va Mais disparaître ou? le CELI disparaîtra pas, ça va rester parce que c'est encore un avantage parce que le CELI, je n'ai pas je n'ai pas de déduction quand je cotise. Donc, j'ai pas cet avantage fiscal-là de quand je cotise, d'avoir un retour d'impôt ou d'économiser de l'impôt. OK. Mais le CELI, je n'ai pas d'impôt quand je retire mes placements. Ça, ce n'est pas un revenu, contrairement au REAP ou au CELIAP, que quand je OK. vais faire une sortie, à moins que ce soit pour acheter une maison, je vais avoir des impôts. Fait que ça reste OK. pas la même. OK, OK. Donc, là, j'essaie de faire un peu d'ordre dans ma tête. Dans le fond, là, ce que j'entends, c'est que le CELIAP, là, c'est comme à mi-chemin entre le CELI et le REER. Exactement. Il donne, il est comme le REER, en fait, il te permet d'économiser de l'impôt au moment où tu mets de l'argent dedans. Il est imposable au moment où tu vas le récupérer, à moins que tu aies acheté une maison. Exactement. Tandis que le CELI tout seul, il te permet pas d'économiser de l'impôt au moment où tu cotises, puis, mais sauf qu'en même temps, quand tu le sors, il t'en donne, il est pas imposable. D'impôt. OK. Exactement. Ah ben, c'est pas pire. Exactement. J'ai fait un bon résumé. Oui, OK. vraiment bon. Tu vas prendre ta job bientôt, Oui, Dominique. mais j'avais fait un résumé que tu viens de le faire, vraiment, là. Donc, le CELI, la différence avec le REER et OK. le CELIAP, quand je cotise, ça n'a aucun impact. J'économiserai pas d'impôts. Si j'économise pas d'impôts, je pourrais pas bénéficier de ce qu'on appelle l'économie d'impôt et tout ce qui vient avec le taux marginal là, d'imposition, là, qui les allocations familiales qui pourront être augmentées parce que je suis venue diminuer mes revenus, tout ce qui vient aux alentours des économies d'impôt avec. Mais ça a sa place aussi, là, le CELI, là, selon notre situation. Mais si on a vraiment des revenus puis des impôts à payer, là, le REAP, le CELIAP, là, je pense que ça va être les instruments qu'on va privilégier. OK. J'ai une petite question qui peut paraître bête, là, mais à partir de quel âge on peut cotiser dans un REER, un CELI ou un CELIAP? Faut-il avoir 18 ans? C'est ça Il faut avoir 18 ans. Parfait. Mais la différence, c'est que dans le REER, le CELI, j'ai un montant fixe par année. Ça va être 6 500 pour 2023. Puis c'est cumulatif. Le REER, c'est 18 de mes revenus gagnés. Fait à 18 ans, si je gagne 10 000 parce que je suis aux études, c'est déjà beaucoup, là, si on dit 10 000 là, à 18 ans. Mais je pourrais cotiser 1 800 dans mon REER maximum. Ouais, Tandis c'est que mon ça. CELIAP, Ben j'ai le oui. droit à 8 000. Dès que j'ai 18 OK. ans, j'ai le droit que peu importe. Bon. Là, tu vas me trouver que peut-être que je vais loin et je fais des drôles de liens, là, mais j'ose, Oui. OK? Vas-y. Mettons là, que quand nos enfants sont petits, on prend des régimes épargne-études, OK, pour nos Ouais. enfants. Puis, des fois, on dit aux parents, aux grands-parents, plutôt que de donner des cadeaux, des trucs comme ça, pourquoi vous cotisez pas au REER de nos enfants, tu sais? Puis, on sait qu'à un moment donné, les enfants vont sortir leur régime épargne-études, peut-être à l'âge de 17, 18 ans, justement. Tu sais, je veux dire, si ça va bien, il y a peut-être un montant qui pourrait être pris à ce moment-là et mis dans un CELIAP pour avoir un accès à la propriété. Et là, ce que je suis en train de me dire, là, tu dis, je suis rendue loin, là, peut-être, mais c'est pas grave, je trouve ça intéressant comme réflexion. Je me dis, justement, raison de plus pour dire à nos grands-parents qui achètent tout le temps toutes sortes de patentes à nos enfants, hey, tantôt, là, il va falloir qu'ils s'achètent une maison. Pas juste qu'ils aillent aux études. Ils vont avoir besoin de s'acheter une maison. Donc, si vous avez un héritage à leur léguer, là, des fois, là, si les grands-parents qui ont le moyen, investissez dans un régime épargne-études, faites faire beaucoup d'argent à vos petits-enfants parce que le gouvernement va en mettre un bout, puis à la fin, s'ils le prennent pas tout, ils vont pouvoir le transférer dans un CELIAP. Fait que vous investissez tu sais, parce que des fois, je me dis, il y en a qui attendent pour offrir un héritage ou quoi que ce soit. Ça se tient-tu, mon raisonnement? C'est-tu quelque chose qui est... Ça se tient vraiment. Ça se tient vraiment. Puis en plus, oui, on dit si les grands-parents ont les moyens de donner, mais ça pourrait même être, tu sais, à la limite, si les grands-parents ont les moyens de prêter.
Parce que, tu sais, Aussi, on ben sait que dans le oui, REER, la souscription, elle reste toujours à la personne tellement qui brillant. lui a donné. Donc, à la limite, si le grand-parent en a vraiment besoin à un moment donné ou au moment où c'est retiré, pourrait reprendre ses billes. La même chose après ça, si ça s'en va dans le CELIAP ou dans le REER avec le RAP, là, dépendamment des circonstances. Ben, le grand-parent, au moment où le jeune retire pour sa maison, pourrait lui laisser toute la plus-value des subventions qui sont apparues dans ces comptes-là, tout Ben ça, oui, puis reprendre ses billes. ben certain. Il y a beaucoup, beaucoup de place, en fait, là, à la planification. Mmh. Euh, Vraiment, il y a énormément de place dans ces stratégies-là. Là. Faut pas passer à côté, faut Mmh. planifier, c'est permis par la loi. Puis quand on sauve de l'impôt, on va chercher des subventions, c'est de l'argent gratuit, c'est les plus beaux rendements qu'on peut avoir. Ben, tu vois, moi, là, je vous parle, les jeunes chefs de famille, là. Moi, j'ai 42 ans, puis pour vrai, j'aurais voulu savoir ça avant. Tu sais, je réfléchis rétrospectivement, là, puis là, tu sais, je fais des aveux, mais tu sais, à un moment donné, mes beaux-parents nous ont prêté de l'argent pour agrandir la maison. Ben, je sais pas si j'aurais agrandi la maison si j'avais su ça. Tu sais, c'est bête, Mmh. mais quand on est informé comme ça, là, on est... bref, je trouve vraiment... je trouve ça tellement pertinent, les chroniques qu'on fait chaque mois, Dominique, là, c'est vraiment pertinent. Ben, c'est ça, tu sais, des fois, on se réveille à 42 ans, puis on apprend ces choses-là, puis on se dit: «J'aurais dû m'informer de ça avant». Mais en tout cas, bref, je suis contente qu'on le fasse au sein de l'abonnement. C'est toujours super pertinent. Ouais, merci, mais c'est tellement important. Pour moi, là, c'est ça un bon conseiller. Mhm. C'est de penser à ça pour ses clients, puis c'est de penser à ça aussi. Tu sais, moi, je le fais avec mes clients plus âgés. Je leur dis, vous aurez peut-être la possibilité d'aider vos petits-enfants parce que faut mettre les générations, faut en parler à toutes les générations pour que ça fonctionne, pour Mhm. que tout le monde se sente bien là-dedans. Ah Mais oui, oui, c'est clair. il y a vraiment des beaux rendements à aller chercher, là. Donc là, tu nous parles des CELI, mais il y a autre chose qu'il faut faire en février. Oui. On a parlé des CELI, CELIAP, il faut regarder nos REER, février, on le sait, c'est la date limite. Maintenant, on a une autre petite tâche à faire en février qui, je sais pas si vous avez pris l'habitude de faire ça. Moi, je pense que c'est la deuxième année là, que je prends le temps, puis c'est de plus en plus pertinent. C'est-à-dire que tu nous demandes, tu nous suggères de faire la révision de tous nos abonnements, de tous nos ce à quoi on est abonné, parce qu'aujourd'hui, en plus, là, il y a beaucoup de formules d'abonnement. On adore ça, là. C'est vrai que ça nous sauve du temps, mais des applications auxquelles on s'est abonné puis qu'on a oublié de se désabonner, il y a plein de choses qui viennent nous gruger un peu de nos revenus, en fait. Puis c'est ce que tu nous suggères de faire, là. Exactement. C'est en février, là, pour moi, c'est le mois où je mets ma liste d'abonnements à jour. Enfin, pourquoi je dis ma liste? Parce que j'ai une liste. Mais souvent, en cours d'année, surtout avec toutes tu viens de le dire, là, les applications, on s'abonne sans réfléchir parce qu'on a besoin là de ça. Ouais. On s'abonne, puis on oublie fait on peut retrouver nos abonnements là, soit en regardant nos comptes de carte de crédit souvent maintenant c'est nos comptes de carte de crédit là. Puis voir nos abonnements, nos renouvellements automatiques, puis on fait la liste. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, dans la section petite combine, il y a une feuille justement pour tout ça, pour ces abonnements-là, pour les prendre en note puis les surveiller. Effectivement, on peut aller dans nos... je pense que si on va sur Apple Podcast, on va voir tous nos abonnements. Pas podcast, Apple l'Apps, là, le App Store. On peut Oui, voir la liste des abonnements actifs exactement. aussi. Mais sinon, si vous êtes papier comme moi, que vous aimez ça, la petite combine, vous la téléchargez dans la section administration finance, puis vous pouvez aussi la mettre dans votre cartable dans la section administration finance, fait que vous cherchez pas, vous allez tout avoir sous la main. Un peu de placement publicitaire, désolé. Donc, on revise nos abonnements. Cette année, je dirais le renouvellement, abonnement-renouvellement, en fait, je dirais. Oui. Là. Cette année, là, les hypothèques, j'en ai parlé, je reviens là-dessus, les taux d'intérêt ont monté. On ne sait pas si les hausses sont terminées, mais on parle que les baisses devraient commencer. Là, on navigue dans le... On sait qu'on est haut, ça va peut-être continuer à monter
On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça ne restera probablement pas à ce niveau-là pour 5 ans. Il y a pas mal un consensus là-dessus. Que ça va baisser. Ça va baisser d'ici 5 ans. Ouais. On va voir des taux rebaisser, peut-être pas au niveau qu'on a connu avant, mais ça devrait rebaisser. Donc, cette année, tous ceux qui renouvellent, c'est important. Il y a des questions à se poser. C'est quel terme choisir? Habituellement, là, les gens sont très 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Ouais. Peut-être que là, si je renouvelle à 5 ans cette année, peut-être que je vais renouveler à un taux trop élevé pour les 5 prochaines années. Puis Ouais. que dans 2, 3 ans, je vais me dire, oh my God, que je paye cher. Tout le monde a des bons deals, puis moi, j'en ai pas. Ouais. Donc, Fait que quoi, on prend un taux variable, puis on paye bien cher au début, puis après ça, on ben, je peux pas donner une solution parce répond. que Ah non. je dis toujours que ça n'existe pas une solution Non. universelle parce que peut-être que le taux variable, c'est pas mon option parce que je peux pas me permettre de fluctuations. Ou... Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça l'option. En tout cas, la question peut se poser entre le variable et le fixe. Peut-être un terme de 3 ans au lieu de 5 ans, 2 ans, au lieu de 5 ans si j'ai besoin de cette sécurité-là. Mais c'est sûr qu'on ne renouvelle pas sur le pilote automatique cette année. Puis on magasine les taux parce que les prêteurs ne bougent pas leurs taux en même temps. C'est vraiment important de magasiner d'une institution à l'autre. On se rappelle encore, je fais un lien avec parce que je vais arriver au renouvellement des assurances puis des compagnies de télédistribution, téléphonie, télécommunication. Ces entreprises-là ont compris qu'on n'aime pas ça, changer d'endroit, qu'on ne veut pas changer nos fournisseurs. Fait qu'ils ne font pas les meilleures offres à leurs clients actuels. Ils font les meilleures offres aux clients qui sont dans d'autres bannières, dans d'autres institutions, avec d'autres fournisseurs. C'est quand on change souvent qu'on a les meilleures offres. Donc, même si on trouve que c'est compliqué, souvent, là, ça vaut le coup là, de prendre une journée pour le faire. Vraiment. Moi, ma compagnie de téléphone, là, si je les appelle, là, puis je l'ai mis maintenant dans mon téléphone cellulaire, je les appelle le jour où mon année est finie, là, puis règle générale, j'ai l'offre du nouveau client, puis ils me font ça, que je te dis, c'est presque à demi-prix, là. C'est vraiment incroyable, là, les différences. Donc, les gens qui appellent pas, là, ben, les coûts augmentent vraiment de manière, des fois, là, pas du simple-au-double, mais il y a des fois où c'est pas ça, ou quand on magasine nos assurances. Si on n'aime pas ça, il y a les courtiers en assurance, courtiers hypothécaires, qui magasinent pour vous, mais on peut pas laisser passer un renouvellement, il y a trop d'argent en jeu. Ben oui. Moi aussi, de mon côté, j'ai un courtier un courtier d'assurance là qui s'occupe de justement toujours trouver la meilleure offre sur le marché pour moi. Fait que ça vaut la peine. Puis sinon, ben pour à part Hydro-Québec, on peut pas négocier grand-chose, mais toute ma téléphonie, c'est sûr que j'appelle à chaque année. Exactement. Donc ça, c'est pour les renouvellements là, qui se font. Mais il y a d'autres renouvellements. Peut-être une petite parenthèse qui va déborder un peu de ton contenu, mais j'en profite pour faire penser aux chefs de famille. Dans ma feuille de renouvellement, là, je pense aussi à ce qui n'est pas nécessairement dans le but d'économiser ou mais pensez à mettre les renouvellements de passeport, tu sais, ce genre de trucs-là qui sont des renouvellements qu'on doit faire régulièrement, mais que, tu sais, ils sont pas nécessairement toutes les années, mais il y a des petits trucs administratifs comme ça qui nous échappent, là, tu sais. C'est niaiseux, là, mais aujourd'hui, nos calendriers nous permettent de faire ça aussi, là. Tu reçois ton passeport, puis tu sais qu'il expire en 2028. Ben, 2028, on peut aller mettre une date, là, puis un alarme qui dit 3 mois avant, il faut que je renouvelle mon passeport. C'est tellement choquant, tu sais. La procédure est plus simple quand c'est un renouvellement que quand tu dois tout refaire. Donc, de réfléchir à des renouvellements qui ne sont pas nécessairement financiers, mais qu'on risque d'oublier si on ne les note pas quelque part parce qu'on a beaucoup de choses dans notre tête. C'est juste une petite parenthèse de plus administrative que financière. Excellent. Oui, très bon point. Puis, l'autre renouvellement qu'il ne faut pas oublier cette année, c'est les renouvellements de nos placements. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des placements, qui prennent des dépôts à terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis, dans les années passées, on disait que ça ne rapporte pas, mais là, les taux d'intérêt ont augmenté sur les hypothèques, mais ont aussi augmenté sur ce type de placement-là. Puis peut-être qu'ils deviennent pertinents, puis
peut-être que je devrais renouveler pour un plus long terme pour avoir ces taux-là qui sont plus élevés. C'est à parler avec votre conseiller. On ne laisse pas aller les renouvellements de la même manière. Là, je dis souvent, là, nos investissements, c'est important de les rentabiliser au maximum. Oui. Donc là, les taux d'intérêt sont plus élevés. Il faut rentabiliser. Il faut rentabiliser l'argent qui dort dans les comptes de banque, les coussins de sécurité, Avant, là, on compte à taux élevé, ça rapportait 0,5 %. Maintenant, on peut avoir des placements rachetables en tout temps qui rapportent plus que 3 %. OK. On laisse pas de l'argent dormir dans les comptes de banque. On fait travailler cet argent-là pour aller chercher le maximum de rendement. OK. Ça, c'est important. Puis, les autres renouvellements, tous les petits, les Netflix, les abonnements qu'on a pris d'application, il faut les revoir. Il ne faut pas être nostalgique dans nos choix. Je sais que c'est la thématique du mois, là, mais des fois, là, il y a quelque chose qui nous convenait il y a 5 ans, puis on l'a tellement aimé qu'on a de la misère à dire que là, finalement, on n'en a plus besoin. Ouais. Je dirais, la méthode, je pense, là, c'est désabonnez-vous si vous êtes dans le doute. Premièrement, vous risquez de recevoir des offres pour vous réabonner à rabais. C'est vrai. C'est souvent le cas. Ben oui, ils vont aller chercher leurs anciens clients, c'est sûr. Mais en plus, c'est que si ça vous manque, vous vous réabonnerez. Mais si ça vous manque pas, ben vous allez avoir économisé ça. Je suis au point où on a tellement de petits abonnements maintenant à 1,99 sous, 5,99. Ça semble tout le temps pas beaucoup, mais cumulé. On est rendu avant, quand on disait d'économiser dans les budgets, là, de faire des économies, on disait regardez le café que vous achetez à tous les jours, là, puis au bout d'un mois, au bout d'un an, ben, regardez tous les petits abonnements que vous achetez, les petits 99 sous, puis en bout de ligne, là, ça vous fait un nouveau poste budgétaire qui est apparu, qui n'existait pas avant. Avant, le était beaucoup plus réfléchi. Oui, faire attention aux locations de films, aux achats de films qu'on fait aussi, parce que pour les enfants, les jeux, tu sais, là, pour vrai, il y a plein de petits gadgets là, que si on fait pas le compte de ce que ça nous coûte, là, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'argent qui part là, ça c'est clair. Exactement. Donc, en se désabonnant, puis on va voir si ça nous manque, là, pour pire, on se réabonne, là. Mais c'est important de faire le ménage. Tout à fait. On fait du ménage, pas juste dans nos armoires, mais aussi oui, dans notre compte de banque. C'est un peu ça, dans le fond. Tu sais, des fois, ils nous donnent une routine. C'est un peu ça qu'on fait chez les Belles Combines avec les guides saisonniers. On donne une certaine routine aux gens, de dire on fait les choses toujours de la même façon. Là, on a commencé le défi une pièce par mois, tu sais. Mais c'est la même chose pour nos finances. Il y a du ménage à faire. Puis, oui, puis tu sais, dans les abonnements, il y en a à faire. Je prends l'exemple. On peut peut-être terminer avec ça, là. Tu sais, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait eu des foyers sans téléphone fixe dans une maison, là. Mais ouais. C'était un abonnement essentiel à la vie, là. Puis maintenant, je pense que c'est vraiment une minorité qui ont un téléphone fixe à la maison. Toi, vraiment, je t'explique parce que tu as plusieurs enfants. Ben oui, c'est donc, ça reste le téléphone qui reste dans la maison. Mais je pourrais donner mon numéro de cellulaire personnel, tu sais, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Ben non, c'est ça, exact. Mais il y en a de moins en moins, là, des gens qui ont plus de téléphone fixe à la maison. Il y en a beaucoup. Donc, faut briser nos habitudes puis se remettre en question, à savoir l'utilité qu'on en fait, voir si ça vaut le coup. Ah oui, clairement. Certain. Écoute, c'était encore une fois très inspirant. En fait, c'est pas juste comme de l'information. Je trouve que c'est inspirant. On comprend qu'il y a plein de façons de penser sur comment économiser des placements. Puis souvent, quand on est en tout cas, à moins qu'on ait été initié par nos propres parents ou par quelqu'un, souvent quand on est un jeune parent, on
on a pas un gros salaire, puis on se dit: «Hey, moi, des placements, je peux pas avoir ça», ou tu sais, mais pourtant, oui, on peut. Puis Oui. quand on se met à s'intéresser à ça, c'est quand même, c'est quand même le fun, là. Donc, tout ça dans quoi on se sent un peu compétent devient un peu plus le fun. Fait que merci vraiment, Dominique, encore une fois pour cette chronique. Puis on se retrouve le mois prochain. Plaisir.
Souvent, c'est un moment un peu, comment je pourrais dire, tampon, parce que les enfants sont peut-être, eux, à faire leurs affaires. Nous, on a fini notre journée de travail, fait que ça nous permet de se jaser en tant qu'adultes pendant peut-être une trentaine de minutes avant que toute la logistique familiale de soir débute. Ouais, puis je pense aussi que on a chacun nos classiques, ça dépend. Tu sais, moi, je sais bien que du pâté chinois, je déteste faire un pâté chinois. Mais je trouve tellement que c'est de la préparation. Puis ça, c'est mon chum. Tu sais, le pâté chinois, il sait, ça me tente pas, je touche pas. Quand il fait le pâté chinois, c'est lui. Fait que tu sais, on a comme chacun, on dirait que ça dépend aussi de ce qu'on cuisine. Il y a des fois, selon ce qu'on cuisine, on a envie de cuisiner à deux. Puis il y a des fois, lui, il a pas envie de faire telle chose ou tu sais, donc il y a ça on a aussi. Spécialité, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis tu sais, il faut quand même qu'il y en ait un des deux aussi qui gère les enfants pendant ce temps-là. Donc, c'est pas toujours évident. Oui, puis les devoirs, tu sais, ma fille est plus vieille, mais c'est sûr qu'elle est plus jeune, ben, tu sais, un fait la cuisine, l'autre gère les devoirs, ou, tu sais, on a ce partage-là. Puis, tu sais, nous, ça fait très longtemps qu'on habite la même maison, puis on a une super petite cuisine. Tu sais, j'ai beau être dans le métier, puis mais non, à la maison, tu sais, la cuisine est super petite. Fait que le balai était une petite affaire compliquée des fois. J'ai pas de danse, là, on avait Ils sont serrés. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été assez rapide, là, le partage des tâches, là, juste à cause du lieu là, qui était limité. Là.